Bonjour à tous. Ce documentaire a été préparé pour faire connaître la façon de vivre et de travailler de nos parents et grands-parents à l'époque de l'exploitation forestière. Nous ferons dans un premier temps un retour sur l'histoire de Saint-Donat. Dans un deuxième temps, nous ferons un voyage à travers le musée d'Yvon-Paul Simard pour vous présenter des différents outils reliés au travail en forêt, mais aussi dans la vie de tous les jours. M. Claude Lambert, historien, membre de la Société historique de Saint-Donat, va nous présenter un bref historique de la paroisse de Saint-Donat. Claude. Si on remonte à la période où le territoire est inoccupé, on va remonter, mettons, je vais faire un bref rappel là, sur la préhistoire. Oui, à Saint-Donat, la préhistoire c'était ici, est passée ici. Dans le sens qu'on a trouvé comme artefact dans la région de Saint-Donat des têtes de hache, des pointes de lance, des pointes de flèches, puis tout ça remonte entre 1000 et 5000 ans avant Jésus-Christ. Les pointes ont été trouvées à l'époque, pour ceux qui sont de Saint-Donat, dans le coin du chemin du canal, chez Hubert Nadon. Il y a une pièce qui a été trouvée aussi à la deuxième décharge du pont Coutu, anciennement chez Mme Curtis, et aussi une dans le parc du Mont-Tremblant au lac Lajoie. Il y en a également du côté de Notre-Dame-de-la-Merci, en face de la baie Le Guerrier, de l'autre côté. Puis, les pièces maintenant sont dans certains musées, mais heureusement, grâce aux gens qui étaient encore à Saint-Donat, ils les ont légués pour justement un futur musée. Fait que sitôt que ça sera possible. Fait que ça, c'est pour la période là, de la préhistoire. On n'a pas beaucoup de choses parce que ces gens-là étaient nomades, ils bougeaient énormément. Donc, c'est pas facile de trouver des vestiges. Ensuite, si on revient à la période des premières explorations du territoire, oui, il y a eu au début, je pourrais dire que c'est comme en deux phases. Il y a eu les marchands de bois, qu'on appelait à l'époque. Eux autres, curieux, ils ont été très tôt dans le canton Chilton, Notre-Dame-de-Merci. Ensuite, ils vont monter vers Saint-Donat, les grands lacs Waro et Archambault. D'un autre côté, plus au nord, tu avais un groupe qui arrivait de la rivière Matawan, qui se sont installés plus à Saint-Michel-des-Saints, à l'époque du curé Brassard, dans les années 1860. Et pour ce qui est des territoires ici, Saint-Donat, les mentions de la région, la plus ancienne que, en tout cas, moi j'ai trouvé, c'est un petit dessin qui date de 1849, qui a été dessiné par l'arpenteur Laviolette de Saint-Jérôme, qui va être un maire un jour. Et il a fait un dessin, puis lui, il avait reçu ordre de faire le canton Beresford-Saint-Agathe, puis il a fait le dessin, il a poursuivi, puis il a fait une partie du lac Archambault, au Waro et la Montagne Noire. Ça, c'est la plus ancienne là, la représentation qu'on a de chez nous ici. Ensuite, on a eu un dénommé Magloire Granger de Chertsey. À un moment donné, lui, il a décidé de monter la rivière Waro, puis il s'est rendu jusqu'au grand lac Archambault et Waro. Puis il est retourné par après, puis on n'a pas entendu parler. Il n'y a pas eu d'autres explorations par rapport à un futur chemin, ça n'a pas fonctionné. C'est arrêté là. Et là, on arrive avec les premières explorations, c'est-à-dire le curé Provost. Puis pour vous situer, le curé Provost, vous savez où est le chemin du Chalet-Wall? Anciennement, c'était le chemin Provost. Ce chemin-là a été le premier de Saint-Donat. Il partait de Sainte-Marguerite.
puis il s'en venait par Sainte-Lucie, puis il s'en venait jusqu'à la grande décharge, le Carchambault, pour éventuellement essayer d'aller plus au nord, mais ça n'a pas fonctionné. Fait que ce chemin-là s'est arrêté à la décharge. Mais en même temps, on avait un autre prêtre colonisateur, le curé Alexis-Henri Coutu, à Chertsey. Lui, il s'en venait de Chertsey à ici, en suivant les futurs rangs, le rang double, entre le rang 2 et 3, pour s'en venir jusqu'à la décharge. En même temps, les arpenteurs sont là aussi, parce qu'il faut qu'ils divisent le territoire si on veut que les premiers colons s'installent. Et là, ça commence à bouger. Ça fait que ça bouge beaucoup. La première famille arrive au lac Archambault avant les arpenteurs en 1869 avec la famille de Joe Charbonneau, de Victoire Renault, et par la suite, les Coutus vont monter par le chemin Provost, et ensuite, quand le curé Coutu va terminer son chemin, ils vont monter par la route 18 qu'on a appelée un bout de temps, après ça la 125, et c'est comme ça qu'ils vont se rendre ici. À l'époque de la famille Charbonneau, il y avait une famille indienne aussi sur le territoire. François Cariboyan et son épouse, puis il y avait 2 enfants. Ça, c'est en 1871. Après ça, en 81, ils ne sont plus là. Mais une autre famille arrive, indienne, ce que les gens se souviennent, peut-être parmi vous autres aussi, là, Amable le Sauvage. Amable le Sauvage était dans le recensement de 81. Il y a une grande famille, il y a 7 enfants, et lui, il va vivre un bon bout de temps ici. C'est de son épouse Marie, qu'on va appeler Marie la Sauvagesse, qui va avoir c'est ça qu'on appelle la Pointe-à-Marie ou la Croche, mais il y a aussi une Pointe-à-Marie à Notre-Dame-de-Merci, et c'est la même. C'est les mêmes personnes. Après ça, Amable, lui, va se pousser vers Saint-Côme puis Rawdon. On s'en revient aux établissements avec le curé Coutu. C'est sûr qu'il n'était pas seul. Il y avait de l'ouvrage à faire. Fait que là, à ce moment-là, ben, c'est sûr qu'il a appelé ses frères. Il y avait Régis, Léandre, Moïse. Césaire va arriver un petit peu plus tard. Et il va bâtir le premier moulin à la grande décharge du lac Archambault. Il n'y a pas 2 décharges, il y en a juste une. L'autre, elle va se faire plus tard, à cause des pluies là, torrentielles. En 1885, l'eau passe par-dessus, puis c'est là qu'on va former l'île des Coutus, mais avant ça, il n'y avait pas d'île. Il n'y avait pas de deuxième pont. Fait que là, on a installé le village là. On a construit le moulin à scie et à farine. Après ça, il y a eu la chapelle qu'on a construite, une chapelle presbytère à l'époque. On ne se payait pas une chapelle au complet, c'était comme une maison. Le presbytère en haut, la chapelle en bas. Puis la chapelle va rester là jusqu'en 1885, justement au moment où l'eau va inonder. Puis la chapelle va s'en venir vers le village. Mais il faut dire aussi que les colons s'installaient là-bas, c'était pas facile, c'était pas mal petit comme territoire. Fait que les gens qui sont dans le rang double vont commencer à demander une chapelle plus loin. Puis là, finalement, on va la déménager vers le village, à l'endroit actuel. Par la suite, il va y avoir plusieurs autres moulins qui vont se bâtir dans le village à différents endroits. Au Pont Coutu va avoir lieu aussi ce qu'on pourrait suggérer, c'est que la paroisse elle commence en 1874, sauf que le premier baptisé est arrivé, lui, avant que la chapelle soit là, et avant qu'on fasse l'érection de la paroisse. C'est Donat Lavoie, qui vient au monde en 1873 et qui est baptisé à Sainte-Marguerite. Et on suggère maintenant que c'est probablement à cause de Donat qu'on a choisi le nom de Saint-Donat, parce que même la première cloche est baptisée sous ce nom-là aussi. Fait que ça laisse pas mal supposer que l'origine du nom de Saint-Donat vient du premier baptisé de son nom. Puis Donat, lui, est mort en 1947, et dans un article dans le journal de l'époque, on le mentionnait. Les premières familles, regardez mes notes parce que j'avais mis plusieurs, pour vous donner une idée, surtout arrivé à partir de 1880, comme on avait 2 chemins, fait que là, on a eu des familles qui arrivaient de la Naudière, de Saint-Jean-de-Martha, Sainte-Élisabeth, Saint-Félix. De ce coin-là, il va y avoir des Richer qui vont monter, des Provost, des Trempe, des Mousseau, des Champagne, des Brissons, des Godettes, des Brault, des Comtois, des Rivet, des Bertrand,
Et du côté des Laurentides, on en a beaucoup qui viennent de Saint-Hippolyte, Saint-Sauveur, Sainte-Agathe, Sainte-Marguerite, puis Sainte-Lucie. Là, les Simard, Sylvain, Nadon, Larose, Vaudry, Beauchamp, Regimbal, Villeneuve, Sigouin, Juteau, Dagenais, des Desormeaux aussi, les Monettes, les Thibauds d'Éveillé, les Ouimettes, les Yottes, les Mirons, les Goyers, les Chartrand, les Aubins, les Saint-Aubin, les Birolleau de Lafleur, les Raymond d'Imicheville, les Rochon-Lépine. Ça va tout monter de ce côté-là pour venir occuper des terres ici. C'est sûr qu'il y a des noms là, qu'on n'a jamais entendu parler. C'est que bien souvent, on ne mentionnait jamais les épouses. On disait que c'était un tel qui était arrivé ici. Fait que les noms de femmes, on les voit pas souvent. C'est qu'il y en a qui ont resté très peu de temps ici. Juste pour faire un petit retour sur les chemins, c'est sûr que l'exploitation forestière, là, à l'échelle de la Archambault, la première compagnie qui s'est présentée là, ça a été l'Assomption Lumber, avec des gens des États-Unis comme les Pope, les Parker, qui ont installé une chaussée puis qui ont commencé à faire la coupe du gros pain. Saint-Donat, c'était le pain à grandeur, le long de la rivière Waro et partout. Fait que ça, ils ont enlevé tout le pain. À part les moulins, c'est sûr qu'après ça, après que les colons se sont installés, la chapelle, tout ça, les chapelles, l'église, on a eu des projets de chemin de fer. Mais comme vous voyez, hein, il n'y a pas une traque qui a passé ici encore. Mais on a eu 3 projets. Il y en a eu un en 1873, un en 1899, puis un en 1913-14. L'autre chose que je voulais mentionner, tu vois, en 1881, on est 343 habitants. C'était pas beaucoup, mais pas assez pour finalement créer la municipalité de Saint-Donat. Ça, on va attendre, mais c'était assez, par exemple, pour avoir, juste avant, là, la paroisse de Saint-Donat. Là, je vais juste défiler quelques dates pour vous situer un peu là, la poste. En 1884, la malle rurale, c'était Pierre Aubin qui faisait ça, puis finalement, les Aubin vont la faire de beaucoup avec les Regimbal et d'autres. Il y a eu aussi, on a fait partie de deux diocèses. Au début, Montréal, après ça, Ottawa, curieusement. Après ça, Mont-Laurier en 1913. La commission scolaire, ça c'est important. En 1883, on crée la commission scolaire de Saint-Donat. C'est important parce que là, les gens vont voir apparaître les premières taxes. Parce que veut pas, pour faire la collecte, il faut diviser le territoire. Et c'est là qu'on commence à découper en arrondissements des secteurs. Fait que là, c'est les mêmes secteurs d'aujourd'hui. Le coin du lac Poirot, le Pembina, le lac Noir et le village. Et là, on va avoir les écoles de rang. Et les professeurs, les institutrices. Parce qu'il n'y a pas au tout début, là, il n'y a pas d'école de village. La première école, là, en 1883, elle se trouve pas loin du coin de la Montée. C'est la seule école. Après ça, on va en construire d'autres, mais pas dans le village encore. Dans le village, là, ça arrive en 1895 et 1911. Puis celle de 1911, c'est celle que vous retrouvez là, en arrière de la Banque nationale. Ce qui reste, là, c'est celle-là. C'était celle-là qui était de l'autre côté, où c'était la boulangerie, à côté. Elle était là. Et ici, on fait les taxes, parce que là, on va dire l'école numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Et là, on va commencer à faire payer les gens pour les institutrices et tout, mais mettons que c'était pas riche. Et puis les institutrices, le commentaire général, c'est qu'elles étaient excellentes. Oui, c'est vrai qu'ils n'étaient pas tous diplômés, mais la force des choses, on les engageait, on n'avait pas aussi, là, on devait pas les payer tout le monde. Fait qu'il y a des institutrices qui n'avaient pas eu le diplôme, et on les engageait pour 1 an. Puis la deuxième année, si on était capable, on engageait une diplômée. Puis par rapport à ça, j'aurais juste une petite invitation à faire, parce qu'on parlait des écoles, parce que tantôt on ne reviendra pas là-dessus. Je demanderais à Rachel Coutu, de lire le contrat d'une enseignante en 1910 avec leurs exigences. Puis Rachel, il faut rappeler qu'à l'ouverture du collège Sacré-Cœur, en 1953, elle faisait partie du premier groupe qui ont enseigné au collège.
Fait que ça rappelle quand même des souvenirs, mais ça, en 1910, là, mettons qu'on ne pense pas qu'on vivrait ça aujourd'hui. Ensuite, il faut que je dise que aussi, ma grand-mère était professeure en 1911, quelque chose comme ça. Alors, le contrat d'une enseignante en 1910. Alors, il y a 13 items. 1. Ne doit pas être marié. 2. Ne jamais se tenir en compagnie d'hommes. 3. Toujours être à la maison entre 8 heures du soir et 6 heures du matin, à moins d'être en train de travailler à l'école. Ne pas se tenir dans ou près du restaurant du village. Ne jamais quitter le village sans la permission des commissaires. Ne pas fumer. Ne pas boire de vin, de whisky ni de bière. Ne jamais aller en carriole avec un autre homme que son père ou son frère. Ne doit pas porter des couleurs voyantes. Ne doit pas faire des arrangements avec ses cheveux. Ne doit porter au moins 2 vêtements supérieurs, dont un châle. Aucune robe ne devra être plus de 2 pouces au-dessus de la cheville. L'école devra toujours être propre et accueillante. Il faut balayer le plancher de la classe tous les jours, laver le plancher de la classe au moins une fois la semaine à l'eau chaude et savonneuse, nettoyer le tableau au moins une fois par jour et allumer le feu dans la fournaise à 7 heures du matin afin que la classe soit réchauffée à l'arrivée des élèves à 8 heures. C'est tout. C'est salaire, le salaire. On va applaudir parce que ça a bien changé. C'est pas ce que... J'avais demandé à Simone Simard, à Janine aussi, puis à Marie-Rose Richer, qu'est-ce qui se passait à leur école. Puis je vais juste vous dire un paragraphe, parce que Simone avait son diplôme élémentaire, puis elle a eu aussi celui de son diplôme supérieur. Son premier contrat commence en septembre 1930 à l'école de la Corniche. Elle remplaçait Marie-Rose Richer. Après ça, elle s'est en allée au Rando, au Lac-Poireau. Elle me disait, quand elle me parlait de celle de la Corniche, l'aménagement intérieur, en bas, l'atlas, cuisine, chambre, poêle, table, armoire. Au 2e étage, dortoir des élèves, le hangar pour le bois de poêle et serviette glaciaire aussi. Les toilettes, dehors. Il faisait le grand ménage les fins de semaine. L'hiver, elle gardait les enfants à coucher. Puis ça la sécurisait, au moins elle avait quelqu'un avec elle. Les enfants étaient très bien habillés, il y avait de très bons repas, ils se servaient du poêle de la classe pour préparer ou réchauffer leurs aliments. Le matin, avant la classe, il y avait la prière, le chapelet l'après-midi. Puis c'est sûr que les petits gars s'absentaient, parce que quand c'était le temps des semences ou des récoltes, des grandes corvées, ils partaient. Les livres n'étaient pas fournis par la commission scolaire. Les parents devaient les acheter au magasin général. Les manuels se remettaient d'enfant en enfant dans chaque famille. La commission scolaire, elle fournissait l'ameublement. Il y avait des dictées tous les jours, l'histoire sainte, grammaire tous les jours, accent mis sur le français et l'arithmétique, puis l'histoire du Canada et la géographie. Fait que c'était... puis Janine, elle dit, elle était plus souvent au Lac-Poireau, elle y enseignait 7 ans. Puis, à 5 ans, il y avait le cours préparatoire, espèce de maternelle qu'elle me disait. Garçons et filles se côtoyaient. Après ça, elle me dit aussi que sa sœur Diane terminait son contrat en juin 1941 à l'école numéro 2 parce qu'elle se mariait. Il gagnait 30 pièces par mois pour 200 jours d'école. Pas de congé, si malade, pas payé. Fait que ça se passait au Keepover, l'école du Lac-Poireau. Un commentaire, il parle de Simone, puis Diane, puis Janine, c'est mes sœurs. Moi, je suis né en 1930, fait que j'ai commencé à l'école en 1935, après ça, le cours préparatoire, comme je disais. Il y en a d'autres qui appelaient ça les lettres. C'est vrai que nous autres, on allait aider à nos sœurs à rentrer le bois de chauffage.
à faire allumer le poêle, à emmener l'eau sur le poêle, puis les filles aidaient à balayer puis laver le tarif facilement. Ça, j'ai vécu ça. Ça, vécu ça. C'était quelque chose. Ça, quand on regarde le contrat qu'elle a lu tantôt, puis qu'aujourd'hui, les professeurs se lamentent, si on raison de se lamenter. Un commentaire.